Bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est François Bergeron, je suis VP partenariat chez MedTech Plus et ça me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire co-organisé et co-présenté par Ivado et MedTech Plus. Alors je vais partager mon écran. Normalement, vous le voyez. Donc, le titre de ce webinaire touche à la longévité et au vieillissement, avec cette question: comment prolonger l'autonomie de nos aînés? C'est vraiment un enjeu de société et un enjeu pour vous et pour nos organisations. Le webinaire est co-organisé, je le disais, par Ivado et MedTech Plus, et la raison pour laquelle on est ici, on vous réunit aujourd'hui, c'est que vous l'avez peut-être vu ce printemps, mais nos deux organisations ont officialisé leur collaboration. En fait, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait déjà ensemble, mais on a eu beaucoup de feedback de nos réseaux respectifs qui nous disaient « ça serait super qu'on ait plus de formation sur des enjeux cruciaux comme celui de la longévité et du vieillissement, sous l'angle de vos deux expertises, Ivado dans l'intelligence numérique et MedTech Plus dans des outils de financement et d'accompagnement des projets en technologie de la santé. Donc, on a décidé d'unir nos forces pour mettre sur pied une série de webinaires, dont le premier aujourd'hui, et une série de formations aussi que vous allez voir arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, on est très heureux de cette nouvelle formule et de cette collaboration officielle, et je vais passer la parole tout de suite à mes partenaires d'Ivado pour qu'ils présentent brièvement ce qu'est Ivado. Et ensuite, on va présenter ce qu'est MedTech Plus en guise de rappel pour les gens qui ne nous connaissent pas encore. Donc, je laisse la parole à mes confrères d'Ivado. Barbara ou Jean-Marc, ça va être à vous. Un petit souci de bruit, François. Je pense que je vais aller me déplacer ailleurs parce qu'on entend un bruit de perceuse derrière moi. Est-ce que on peut échanger la présentation? Oui. Je te laisse présenter MedTech et ça marche. Ok. Alors, rebonjour ou bonjour pour ceux qui viennent de se joindre à nous pour ce webinaire. Alors, on a quelques diapos pour vous présenter MedTech Plus, parce que ça nous est toujours demandé qu'on fasse une mise à jour sur nos différents outils qui évoluent rapidement. Donc, MedTech Plus, c'est un consortium industriel. C'est la mission qui nous est donnée par nos bailleurs de fonds, que ce soit le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral, et qui nous est donnée aussi par nos membres. On est aussi un OSBL qui a été créé en 2013, et on a une spécialité dans le financement des technologies de la santé, soit par le financement de projets collaboratifs, soit par le financement d'entreprises directement, puisqu'on investit dans des entreprises. À date, on a investi dans une vingtaine d'entreprises qui sont dans notre portefeuille. Notre outil le plus connu, je dirais, parce que c'est celui qu'on a depuis le plus longtemps, c'est MedTech Impact. Donc, c'est du financement pour les projets collaboratifs entre l'industrie et le secteur académique et clinique. Puis on vient de fêter ou d'atteindre notre 100e projet financé récemment, donc on est très heureux, puis c'est une formule qui marche. Mais il y a d'autres outils, et il y en a de plus en plus de nouveaux, parce que, vous voyez, on essaye de soutenir notre industrie sur tout le continuum d'innovation, de l'idée au marché, en passant par toutes les étapes, et s'assurer qu'il n'y a pas de gap de financement ou d'accompagnement dans les différents outils. Donc, vous voyez certains outils ici présentés qui couvrent tout le TRL, je vous invite à aller sur notre site web pour avoir beaucoup plus de détails sur tous ces différents outils de financement et aussi d'accompagnement d'entreprises et de projets collaboratifs. J'ai mis quelques dates importantes. On a un webinaire qui s'en vient aussi le 14 septembre sur le programme Réseau d'évaluation de l'innovation en santé. Donc, si vous êtes une organisation
un établissement de la santé ou un centre de recherche clinique, c'est important que vous soyez présent parce que ça vous concerne, c'est du financement pour les établissements. On a un Meet and Tech qui s'en vient le 22 septembre. On a un dépôt de projet pour le Fonds de soutien à l'innovation santé et services sociaux qui est dû pour le 1er octobre. On vous invite à rentrer en contact avec nos équipes le plus tôt possible. L'objectif, c'est de maximiser vos chances de succès pour ces différents programmes. Et pareil pour IDOS, qui est un nouveau programme de soutien aux entreprises qui développent de l'Internet des objets, avec tous les enjeux de certification et d'homologation qui vont pouvoir être couverts par ce financement. Donc, encore une fois, sautez sur l'occasion si vous êtes dans ce domaine-là. J'ai oublié de mentionner que le webinaire sera en français, en anglais, principalement en français dans le contenu, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans les deux langues. So I forgot to mention that the webinar will be in both languages, French and English, mostly in French, but do not hesitate to ask any questions in both languages. Merci beaucoup, puis encore une fois, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Puis, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, je passe la main donc à Barbara pour la présentation d'Ivado. Merci beaucoup François. Donc, bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vais co-animer ce webinaire aux côtés de François Bergeron. Mais avant, comme François l'a dit, je vais vous présenter très rapidement Ivado. Merci. Donc, Ivado, c'est un institut qui en fait est à l'intersection de l'expertise académique et des besoins de l'industrie. Et une de nos missions est vraiment de permettre à ces deux communautés de se rencontrer et de réaliser des projets de recherche collaborative. Donc, nous nous basons sur… Merci. Donc, si vous voulez bien, je vais dire quand on va changer les slides. Donc, est-ce qu'on pourrait retourner juste à la slide précédente? Merci. Je voulais très rapidement présenter nos 4 piliers qui sont notre communauté Ivado, la connaissance. Donc, c'est parce qu'on va soutenir finalement tout ce qui est recherche fondamentale. Nous avons aussi un pilier de transfert vers lequel nous allons finalement soutenir le transfert de connaissances de l'académie vers l'industrie. Et enfin, notre dernier pilier qui est le talent et qui correspond à toutes nos formations en intelligence numérique. Est-ce qu'on pourrait changer de slide, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, sur cette diapositive, vous pouvez voir toute la communauté Ivado qui est composée de nos centres de recherche affiliés. Donc, vous pouvez voir par exemple, et qui se situe au centre, donc vous pouvez voir par exemple le MILA. On a aussi des centres tels que le CIRELT ou le GIRAL qui sont spécialisés en recherche opérationnelle, ou encore le Tech3 Lab, par exemple, qui est le plus grand laboratoire d'Amérique du Nord en expertise UX. Dans le rond du milieu, là, vous pouvez voir différents partenaires. Donc, on a des partenaires aussi à l'extérieur de Montréal, donc au niveau québécois, mais aussi à l'international. Par exemple, AIMS, qui est un regroupement de chercheurs et de professeurs pan-africains. On a aussi des liens assez forts avec l'Europe. Et puis, on a des partenaires réseau comme Medtech et avec qui on est très heureux de collaborer. Finalement, au niveau du centre externe, vous pouvez voir tous nos partenaires et nos membres industriels avec qui on collabore et qui font vraiment partie de notre communauté. Est-ce qu'on pourrait changer de diapositive, s'il vous plaît? Merci. Donc, comment Ivado fonctionne? En fait, Ivado, c'est comme un centre qui va permettre aux membres industriels d'être dirigés vers les expertises académiques. Donc, finalement, vous allez arriver avec vos projets en intelligence numérique qui peuvent concerner la cybersécurité, des données textuelles, des demandes de prédiction ou encore l'organisation et l'optimisation de vos opérations. Et nous, on va regarder dans l'ensemble de l'écosystème québécois et on va vous rediriger vers les meilleurs experts. Next slide, please. Merci. Donc, finalement, Ivado, par son pilier transfert, crée vraiment des ponts entre les universitaires et l'industrie en intelligence numérique. Quelques chiffres à titre d'exemple.
Donc, pour l'instant, grâce à Ivado, il y a plus de 300 projets de collaboration impliquant 210 professeurs et 16 institutions académiques et 146 organisations différentes qui ont été réalisés pour plus de 60 millions de dollars. On a aussi formé plus de 25 000 personnes et organisé plus de 500 événements de mobilisation. Merci. Juste pour terminer, au niveau de la santé numérique, chez Ivado, nous avons une infolettre qui est dédiée justement à ce secteur et dans laquelle nous vous annonçons des opportunités. Donc, certaines vont annoncer les opportunités de nos partenaires tels que Medtech. Et nous organisons aussi des événements vraiment spécifiques à la santé numérique. À présent, je vais vous présenter le programme de ce webinaire donc, qui porte sur les innovations technologiques de soutien aux aînés et au maintien des aînés à domicile. Donc, dans une première partie, nous allons en apprendre plus sur des organisations et des chercheurs impliqués auprès des aînés et de leurs proches. Donc, tout d'abord, nous aurons 2 présentations éclairs. Une présentation d'Aerial et de Medocloc. Dans un second temps, nous aurons 5 études de cas de 7 à 10 minutes. La première de Léomed, puis de BMU. Enfin, nous allons avoir 2 chercheurs, Nathalie Bière du CRI-UGM, puis de Sylvain Giroux, professeur à l'Université de Sherbrooke et au laboratoire Domus. Et finalement, nous aurons Naomi Goldapel qui va nous présenter un projet d'Ala Yecker et Samira Raimi, une chercheuse de McGill. Dans un second temps, donc, nos invités seront réunis sous forme de panel et ce sera l'occasion de leur poser vos questions. Et finalement, vous serez invités à vous rejoindre à une session de réseautage et à vous réunir selon des thèmes d'intérêt. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Sylvain présenter sa première présentation éclair. Oui, je pense que c'est Steve de Aerial. Oui, excusez-moi. Steve. Hello, everybody. How are you today? Let me go ahead and pull up my screen and I'll share with you. So I just want to provide a quick overview on Aerial. Whoops, that's the wrong one. I'm sorry. Do you share? Give me a second. Quick overview on Aerial. Aerial is based out of Montreal, of course. We came out of the Tandem Launch Incubator, and the focus of the company is on Wi-Fi sensing. We have strong investments from the like of Telefonica, Kibu Ventures, Yaletown, Intel, Quibicar, and others. And really what Aerial does is we use Wi-Fi. So if you look at your Wi-Fi connection between perhaps your access point and your laptop, they're continually sending information in addition to the content that you want to send over that link. And what they're doing is trying to maximize that wireless connection. What we do is we take those overhead exchanges and through a little bit of software and send it back to the cloud where we do advanced AI processing. And from that, we can detect if there's motion or not motion in the home. For example, when there's not motion, you can tell the signal's fairly constant. When there's motion, someone stands up suddenly, perhaps, you see a spike in the motion. And if you have a lot of motion, you see another unique signature. When someone walks through the home and we capture that data, we send it back to the cloud, we can do very, very advanced analytics. Without the use of cameras or microphones or any other types of sensors like passive infrared or millimeter wave, we can detect motion. And then in the cloud, we do several things. First, we remove human versus non-human motion. We can remove dogs, cats, pets, Roomba vacuum cleaners, fans blowing trees. And then again, we're left with just pure human motion. That's interesting, but what can we do with it? We have a variety of applications. The first, I think most interesting is elder care. I'll walk you through that in one slide. Peace of mind, which is an introductory kind of security mechanism that starts to learn the behavior in people's homes. Smart buildings, we can enable lighting
heating, air conditioning, all based on motion through Wi-Fi. And then a series of other applications, including patient monitoring and security. Specific to elder care, through our Wi-Fi application, imagine you have a loved one who's living alone, maybe an elderly parent, mom, dad, what have you. With this software installed in their home through their Wi-Fi access point, we can determine just through Wi-Fi what time they go to bed at night, what time they wake up in the morning, how restful do they sleep? Are they getting up several times in the evening or nighttime to use the restroom? And then during the daytime, again, through Wi-Fi, we can detect how active they are. Are they sedentary and sitting just in a living room? Or are they moving and engaging with the environment? Are they spending time in the kitchen? And then through the AI processing, we can actually learn behaviors. We can learn their sleeping patterns. We can learn their activity levels. And then when things start to go abnormal, maybe they're sleeping more than normal or sleeping less, maybe they're in the restroom more times a day than they normally do, we can raise alerts and try to be preventative. So the caregiver, whether it be a professional caregiver, a loved one, a family member, can see these different changes through the app on their phone. If there's a memory care issue, someone leaves the home, for example, and doesn't return, maybe we don't sense any activity for 2 hours, we'll raise an alert and say, look, no one has been detected in the home. You should take a look at what's happening. We'll add capabilities such as fall detection as well in the short term. And then we have the ability, again, just through Wi-Fi to detect breathing patterns and breathing rates of the people that are in a building. So that's the Aerial remote care app. It's commercialized now, and we're deployed in a series of pilots throughout the world. Thank you. That's my overview. Thanks, Steve. So now we will hear Alpha Diallo from MedOclock. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Bonjour tout le monde. Mon nom est Alpha Diallo, je suis vice-président de MedOclock. Alors, merci à Ivado et à MedTech pour cette invitation à ce webinaire. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un projet de recherche qui a été fait en collaboration avec Ivado et Polytech Montréal. Donc, je voudrais pour commencer les remercier pour cette belle collaboration. Alors, nous avons travaillé sur un projet de recherche sur l'expérience utilisateur de notre application. Alors, je vais juste vous mettre en diapositive ici. Je pense que ça va être mieux. Donc, alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est le projet de recherche, en fait, sur l'analyse de l'expérience utilisateur de notre application en collaboration avec Ivado et Polytech Montréal. Alors, MedOclock, c'est quoi? MedOclock, c'est une application mobile pour la santé destinée aux proches aidants et à sa communauté de soutien pour le suivi, la communication et l'organisation d'une personne en perte d'autonomie. Alors, le projet de recherche a consisté en plusieurs étapes, donc en plusieurs phases, justement. Donc, quand nous avons commencé avec Polytech, donc il y avait une première phase qui était la stratégie, la définition de la stratégie de recherche. Donc, quel est le protocole de recherche? On a fait une rencontre avec l'équipe de Polytech pour définir, bien évidemment, le mandat qu'on leur confiait. Et puis, évidemment, parler du recrutement, en fait, des personnes auprès desquelles nous souhaitons faire l'analyse, en fait, et l'étude concernant l'expérience utilisateur de notre application.
Donc, par rapport à l'analyse, nous avons eu 2 entretiens avec 2 experts et puis des entretiens avec les proches aidants. Donc, on a eu 10 proches aidants. Et comme vous savez que MedOclock, c'est une application déjà destinée aux proches aidants qui, justement, prennent soin de leurs proches, soit à la maison, mais aussi dans les CHSLD, où là, on a bien évidemment des intervenants institutionnels. Alors, après l'analyse, il y a eu une définition de la spécification. Donc, il y a eu des rencontres de suivi, des rencontres de design, bien évidemment, et une rédaction de rapport. Donc, ce rapport-là nous a permis, bien évidemment, d'avoir le retour des différentes entrevues, des différents tests qui ont été effectués par l'équipe de Polytech auprès de ces personnes auprès desquelles nous avons fait ce test-là. Et avec cette validation de ces différents rapports, il y a eu l'étape de conception. Donc, bien évidemment, notre application était déjà prête là, mais nous n'avions jamais testé ça auprès de ces utilisateurs sur un spectre beaucoup plus large. Donc, avec les différentes recommandations que qu'ils ont pu avoir et puis les différents constats, il y a une création d'un prototype via le logiciel Figma. Donc, cette conception-là, la conception de nouveaux UI qui prenait en compte ces recommandations-là et qui améliorait grandement l'expérience utilisateur de notre application. Donc, les avantages de cette collaboration entre une entreprise privée et une institution comme Ivado qui justement nous a mis en contact avec cette équipe de recherche-là, c'est qu'il y a eu de nouvelles perspectives, donc de nouvelles avenues justement de développement de notre application. Et un autre avantage, c'est que l'équipe était très multidisciplinaire. Donc, il y avait à la fois des gens avec des expériences de design, des gens dans le milieu de la santé, alors, et puis aussi des professionnels de recherche et même d'intelligence artificielle. Donc, il y avait une panoplie d'expertise que nous n'avions pas en interne. Donc, ça nous a permis un peu d'ouvrir le spectre un peu plus large et puis d'avoir une autre vision, en fait, vraiment de l'application. Donc, ça nous a apporté aussi une crédibilité des solutions proposées parce que ce n'est pas quelque chose que nous avons seulement pensé de notre côté au sein de notre équipe de développement, mais c'est des professionnels aussi dans le domaine qui ont validé ces solutions-là, qui ont validé en fait ces recommandations-là afin que nous puissions les implémenter. Donc, le produit est maintenant beaucoup plus adapté aux besoins de l'utilisateur. Donc, ça, c'est quelque chose qui a une forte valeur pour nous parce que nous faisons l'application justement pour les utilisateurs, pour les proches aidants. Donc, nous assurer que ce produit-là répond à leurs besoins nous assure une commercialisation qui sera beaucoup plus à succès. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter par rapport à cette collaboration avec une équipe de recherche pour une entreprise orientée vers la technologie de la santé et vers l'amélioration en fait du maintien à domicile des personnes âgées et puis surtout accompagner aussi les proches aidants. Donc, merci pour m'avoir donné la chance de vous présenter ce retour d'expérience sur cette collaboration. Merci. Merci beaucoup, Alpha. Est-ce qu'il y aura des questions pour Steve ou Alpha avant de passer aux autres présentations? Donc, si ce n'est pas le cas, je vais laisser Monsieur Joseph Aubut de Léomed nous présenter leur projet. Merci beaucoup. Alors, faire un partage d'écran ici. Good.
Donc, alors merci à vous tous d'être ici présents pour le webinaire aujourd'hui. Merci à Medtech et Ivado de l'avoir organisé. Alors, donc, je me présente effectivement, Dr. Joseph Aubu. Donc, je suis fondateur et président de l'EMED. Et aujourd'hui, on va parcourir en fait notre projet qu'on a fait avec Medtech Ocean. Alors, avant de plonger un peu donc, dans le projet qu'on est en train de faire au CHUM, je vais juste mentionner rapidement quelques aspects au niveau de notre technologie. Ensuite, on va parler du projet au CHUM, puis ensuite, on va faire une petite conclusion. Puis, on va essayer de faire tout ça en dans 10 minutes parce que c'est le temps qui m'a été alloué. Alors, au niveau de la technologie, en quoi consiste l'EMED? Donc, l'EMED, c'est une plateforme qui a 4 modules. Premier module au niveau des signes vitaux, deuxième module au niveau des plans de soins, troisième module au niveau des alertes, quatrième module, l'interconnexion avec d'autres systèmes. Donc, en fait, on veut être une plateforme, on est une plateforme centralisée et personnalisable dans le but d'aider les gens avec différents besoins. Donc, bref, l'EMED, c'est un écosystème ouvert pour la surveillance et le suivi des patients. Alors, on va essayer de parcourir juste rapidement chacun de ces modules-là, juste pour donner une idée de la technologie en arrière, puis ensuite, on va aller avec ce qu'on a fait au CHUM. Alors, au niveau des signes vitaux, donc ici, vous pouvez voir, on a des interfaces donc, pour le suivi des signes vitaux. On peut connecter multiples appareils. Le but, donc, c'est de déployer et unifier les données de multiples outils connectés dans une interface. Premier module, signes vitaux. Deuxième module, au niveau des plans de soins, alors le but, c'est de pouvoir créer, déployer et maintenir des multiples protocoles de soins de manière automatisée. Alors, ça peut être suivi au niveau de la pharmacie. Vraiment, c'est vraiment créer un Google Forms ou un Typeforms qui permet au niveau médical aux cliniciens de créer ce qu'eux autres veulent en termes de suivi dans le temps, programmé avec des automatisations, des tâches, des questionnaires, la communication vidéo, des liens Internet, peu importe quoi dans le temps. Sinon, en termes de troisième module, en fait, qu'on offre, c'est des alertes intelligentes. Donc, quand le patient ne va pas bien, peu importe la raison, à cause des signes vitaux, à cause des réponses au questionnaire, à cause du fait que les tâches n'ont pas été faites, donc le clinicien peut être averti. Et c'est vraiment donc d'offrir des notifications qui sont personnalisées pour le bon patient au bon moment. Et sinon, en fait, au niveau ce qui concerne le quatrième module, c'est le fait qu'on est vraiment donc un outil ouvert qui peut se connecter à plusieurs plateformes et qui n'est vraiment pas juste limité dans l'outil lui-même. Donc, le but, en fait, de pourquoi on mentionne donc, ces différents éléments, c'est de vous aider à comprendre la technologie, puis à comprendre, en fait, que le but, quand on crée le MED, donc mon background, en fait, en termes de médecin, était d'être très frustré de ne pas avoir les outils pour faire moi-même le suivi que je voulais faire avec mes patients et aussi d'avoir été moi-même patient par le passé et d'avoir vécu multiples opérations et vu multiples côtés plus désagréables dans le système de la santé. Donc, de vouloir créer une plateforme où les cliniciens, où les administrateurs peuvent eux-mêmes développer les outils qu'ils ont besoin, que ce soit dans les hôpitaux, pour la gestion des patients, l'urgence au niveau des opérations, que ce soit à domicile, pour le suivi des maladies chroniques, que ce soit en pharmacie, avec les suivis de la médication ou les effets secondaires, ou que ce soit au niveau des résidences de personnes âgées. Le but, c'est de les assister dans leur recherche, peu importe ce qu'ils veulent faire avec, et de vraiment réorganiser nos modules pour répondre à divers besoins. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour sur la technologie, parlons un peu du CHUM et comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc, en fait, le CHUM nous avait approché à travers Medtech. En fait, le CHUM avait approché Medtech à savoir si eux autres connaissaient des technologies qui allaient pouvoir les aider à améliorer leur processus de suivi avant et après les opérations. Donc, il y avait le docteur Florian Robin, qui est un anesthésiste là-bas, qui avait approché, qui cherchait effectivement donc, un partenaire avec lequel ils pourraient travailler sur leurs idées d'algorithmes qu'ils avaient déjà en tête. Alors, Medtech nous a contactés en disant, écoutez, le CHUM nous a approchés, je crois que vous seriez un bon candidat, étant donné que vous êtes un des membres aussi de notre équipe et qu'on connaît votre technologie. On croit que vous seriez un bon candidat pour le CHUM. Alors, on a été mis en contact avec le CHUM et ce que le CHUM nous présentait comme difficulté, c'est qu'effectivement, donc au niveau des soins préopératoires, il y a beaucoup d'appels téléphoniques qui doivent être faits. C'est manuel et il y a beaucoup au niveau du jour de la chirurgie, des annulations qui finissent par être imprévues. Donc, les patients qui soit prennent leur médication qu'ils n'auraient pas dû prendre, soit qui oublient de ne pas fumer le matin, de ne pas manger le matin, etc., etc., ce qui amène des échecs de prise en charge autour d'environ 11 %. Et au niveau post-opératoire, le fait qu'ils ont implémenté déjà le CHUM, en fait, un numéro d'urgence qu'ils peuvent appeler, mais souvent les patients, soit à cause de la douleur, soit à cause des effets secondaires, soit parce qu'ils ont oublié d'utiliser le numéro, ils finissent par reconsulter à l'urgence. Et donc, il y a des problèmes à ce niveau-là en termes de suivi post-opératoire.
Alors, ce que nous, on a voulu faire avec le CHUM, en fait, c'est que les autres avaient déjà donc développé et réfléchi à certains algorithmes de suivi. Et donc, notre plateforme modulable, on voulait juste, dans le fond, leur offrir les outils pour que les autres puissent être capables, le terme anglais, c'est être empowered, de pouvoir donc déployer leurs idées, leurs algorithmes, en fait, dans une plateforme qui allait pouvoir donc suivre le patient. Alors, donc, effectivement, c'est un système manuel au coût élevé pour le système de la santé. Et donc, le but, c'est qu'après coup, maintenant, avec le système, donc, ce qui a été mis en place avec le CHUM, c'est qu'au niveau des soins préopératoires, ils ont utilisé donc toute leur plateforme de communication qui était déjà en place pour faire des vidéos avec des informations qui sont envoyées avant aux patients, donc vraiment diriger le patient dans l'hôpital pour mieux le préparer pour son opération, pour lui dire quoi faire. Et donc, selon donc, les jours avant l'opération, l'avertir d'arrêter certaines médications, d'arrêter de manger certaines choses, de pouvoir être au courant de ce qu'il y a à faire pour mieux être préparé, de pouvoir aussi donc confirmer leur présence au niveau de l'opération le lendemain, assurer un autre rappel tôt le matin de l'opération. Donc, c'est vraiment bien préparer le patient, l'entourer, le rassurer dans ce processus-là. Et au jour de la chirurgie, donc, avoir un patient qui est effectivement mieux préparé, d'avoir une diminution au niveau des annulations qui sont imprévues, puis d'avoir une amélioration de la prise en charge. Parce qu'après coup, donc, une fois que le patient est opéré, donc, il y a des questionnaires de suivi au niveau de la douleur, au niveau des effets secondaires, avec, dans le fond, selon les réponses du patient, il va y avoir différentes vidéos pour l'accompagner. Donc, on voit que vous souffrez. On est vraiment désolé de votre situation. Voici une vidéo pour mieux gérer la douleur. On voit que vous avez des effets secondaires avec la médication. Voici donc une vidéo pour mieux gérer les effets secondaires. Et pour certains patients aussi, il y a donc des timbres au niveau de signes vitaux qui sont mis au niveau de la poitrine qui permettent de prendre les signes vitaux en temps réel, sans fil. Le timbre donc, peut être donné au patient. Le patient va à la maison pour les patients qui sont un peu plus morbides. Et donc, ces patients-là peuvent être suivis. Et le but, donc, c'est vraiment de diminuer les réadmissions, les consultations à l'urgence et de vraiment apporter donc un confort global aux patients. Alors, créer un système automatisé qui peut réduire les complications et les coûts. Donc, l'étude de cas a été faite justement, comme je l'ai mentionné, en collaboration avec MedTech. Donc, on est encore en cours d'études présentement avec l'HEC aussi qui va faire l'analyse des données. Donc, les différents éléments qui sont à l'étude, il y a les qualités de vie, les douleurs post-opératoires, les complications, la satisfaction des patients, les appels au 811, la consultation à l'urgence, les réadmissions hospitalières, les interventions humaines, etc., etc. Et donc, le but, c'était vraiment faire cette étude comparative, contrôlée, randomisée dans le cadre du FSI3S avec le MedTech. Donc, juste vous laisser avec un petit mot aussi de ce que Dr. Florian Robin disait par rapport au projet. Il disait, avec l'assistance de l'EMED, nous croyons pouvoir mieux accompagner les patients avant les opérations et mieux les suivre après, ce qui va sans nul doute permettre de diminuer les annulations le jour même de l'intervention et éviter les complications post-opératoires en les dépistant mieux et conséquemment éviter les retours à l'urgence. Alors, c'est toujours un plaisir d'avoir été moi-même donc sur le terrain, de pouvoir finalement offrir une solution tangible pour les professionnels sur le terrain, leur donner en fait la capacité de pouvoir eux-mêmes développer les solutions qu'ils ont besoin. Et en conclusion, par rapport sur tout ce qui concerne donc les personnes âgées, car le webinaire touche beaucoup à ce sujet-là. Donc, au niveau de la population vieillissante, on a vraiment essayé pour que quand les plans de soins sont envoyés, c'est envoyé donc en message SMS ou en courriel. Ils n'ont pas besoin de login, pas besoin de se rappeler d'un mot de passe, pas besoin de télécharger une application. Le but, c'est de rendre ça vraiment, vraiment simple. Ils reçoivent directement par texto, donc les vidéos qu'ils vont avoir, les questionnaires à remplir. Il y a un token, ils peuvent déjà se connecter, remplir le questionnaire, le soumettre. Donc, de vraiment essayer de diminuer les barrières d'utilisation, mais on est conscient qu'on veut aller encore plus loin. On va pouvoir utiliser donc des appareils vocaux intelligents dans le futur, de pouvoir même utiliser des appels téléphoniques qui sont automatisés pour vraiment essayer d'offrir, oui, tous les outils possibles aux cliniciens pour que les autres puissent faire les algorithmes que les autres veulent, mais aussi permettre que ces algorithmes-là puissent atteindre tous les patients, peu importe donc leur niveau d'aise avec la technologie. Évidemment, oui, c'est un point très intéressant que la COVID a permis d'avoir une littératie au niveau de la technologie plus grande, mais on veut quand même être capable de rejoindre ceux qui sont moins habitués avec la technologie, donc de bien desservir la population vieillissante. Et donc, effectivement,
En résumé, c'était un plaisir de pouvoir donc travailler avec le CHUM pour démocratiser le développement de solutions médicales, puis offrir donc une plateforme qui est sécurisée, agnostique, paramétrable pour vraiment le désengorgement de la santé. C'est vraiment une joie de pouvoir voir ça en tant que médecin qui a été sur le terrain, mais aussi une joie de voir ça en tant qu'humain qui a été patient et qui sait que tous les gens autour de lui, donc tous mes frères, sœurs, parents, mes enfants, en fait, on va tous être des patients un jour. Donc, c'est vraiment un plaisir de voir des solutions innovantes, technologiques être déployées puis utilisées par les cliniciens pour vraiment mieux assister. Et donc, merci à Medtech à ce niveau-là. Alors, si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, c'était ma présentation. Merci. Merci Joseph pour ce beau projet qui a été réalisé avec plusieurs belles collaborations. À présent, nous allons écouter Yann Saint-Cyr et Alexis Burns de Beam Me Up. Bonjour. Juste vous dire, on a un petit problème de caméra qui fait en sorte que lorsqu'on présente notre présentation PowerPoint, on ne peut pas apparaître sur la caméra. Donc, on va vous présenter sur le PowerPoint. Oui, donc bonjour. Yann Cyr de Beam Me Up avec ma collègue Alexis Burns. Aujourd'hui, c'est ça, on voulait parler là, de nos projets faits chez Beam Me Up par rapport aux soins pour les personnes âgées. En gros, Beam Me Up, on est une équipe multidisciplinaire composée d'un mélange de neuroscientistes, d'experts en intelligence artificielle, d'intégrateurs de réalité virtuelle et augmentée, puis de développeurs logiciels. On combine plusieurs domaines de manière à trouver des innovations disruptives. On a collaboré à une vingtaine de projets dernièrement. Plusieurs touchant les personnes âgées. Avec le UGM, l'UDM, l'UQAM, McGill, l'Université Laval, puis en cours des trucs qui s'en viennent avec l'ETS et Ivalo. On est dans nos outils qui ont été développés et explorés suite à 6 ans de projets de recherche. On a puis plus de 120 publications scientifiques. On en est venu à développer toute une série d'outils agnostiques de lecture, d'intrusive à moins intrusive, donc en passant par le G jusqu'aux autres médiums. Comme vous savez, quand on reçoit une flotte de données, on cherche à en extraire l'aspect intelligent, ce qu'on appelle l'augmented intelligence, donc d'être capable d'en ressortir finalement ce qui peut être parleur, de ne pas avoir besoin des experts puis des PhD pour permettre aux utilisateurs d'extraire l'essentiel du flot de données. Vous donner une petite idée à peu près de nos blocs Lego, comme je pourrais les définir. Puis ensuite, on ira sur les projets dédiés aux personnes âgées qui sont en route suite à l'application de ces blocs-là. On a l'utilisation, donc une grosse suite d'outils MO cognitifs, donc les détections des émotions, états mentaux, puis on ira décrire dans la prochaine slide plus en détail ceci. L'analyse par l'image, donc le non-verbal, le contexte, les activités. L'analyse donc l'assistance suite à ces interventions-là possibles et alerte. Puis ensuite, toute l'analyse par le langage. Donc, on a développé des outils aussi de lecture d'émotions par la voix, puis incluant par toute la communication, le NLP, les textes, ainsi de suite. Tout ceci est analysé, permet d'obtenir des rapports, mais en plus d'en exercer de l'assistance intelligente, donc de manière à avoir des coachs AI sur les systèmes. Donc, rapport, assistance intelligente ou adaptation
temps réel des contenus. Une grosse innovation qu'on est arrivé à faire qui n'a pas été facile, qui était longue et fastidieuse, était d'obtenir nos lectures en temps réel. Donc, on est capable de monitorer live, ce qui permet d'avoir des agents, avec l'aide d'agents intelligents, très efficaces et rapides, d'avoir des interventions d'assistance là-dessus, puis d'avoir de l'intelligence pour être capable, donc, guider, aider, prévenir. Donc, puis, on a travaillé très fort aussi. Ça semble être anodin, mais quand vous avez, par exemple, des lectures de la tête à faire, quand vous marchez, vous créez des gros bruits de résonance via les structures des pas et de la marche, puis des mouvements. Donc, il y a plein de bruit qui est généré par le corps à plein d'endroits. Donc, on a travaillé fortement et longuement, aidé par le fonds de recherche en intelligence artificielle de MedTech dont on a pu bénéficier. Puis on a réussi à obtenir des fils pour être capable de rendre nos mesures efficaces en action et en déplacement libre. Donc, pour vous donner une idée un peu des mesures possibles dédiées aux personnes âgées qu'on a implantées. Donc, on a le workload, donc la charge mentale, l'engagement, la confusion, la fatigue mentale, l'amusement, la distraction, l'intérêt, la méditation, en plus de l'émotion dominante dans le temps sur une série de 76 émotions. Tout ça, on a été capable de les combiner ensemble, aussi l'obtention d'analyse d'émotions par la voix, d'analyse de texte, puis d'autres outils d'assistance contextuelle de ce qui se passe par l'image. Donc, dans le cas du projet de recherche qui est en cours avec MedTech dans le cas de partenaire AI, il y avait l'aspect de rendre ambulatoire nos lectures neurales. Donc, ce qu'on a réussi à faire, puis qu'on continue à solidifier davantage. Donc, on a établi plusieurs nombreux filtres, mais aussi avec nos partenaires de l'UDM et de l'UQAM. Donc, on a testé avec les UGM au courant de la dernière année, même des derniers 18 mois. Donc, toute une série d'outils neuroadaptatifs. Donc, puis avec l'aide de MedTech, on les a solidifiés, enrichis et connectés ensemble. Donc, ma collègue Alexis sera en mesure de vous détailler plus ces outils-là, les effets qu'ils font, entre autres, de relaxer, libérer la mémoire à court terme, de baisser, donc aider à baisser la confusion en résultat, ainsi de suite. Donc, adapter en lisant, en ayant la capacité de lire en temps réel les données neurales, puis les autres données fournies par nos agents intelligents, par le patient interprété par nos agents intelligents. On est arrivé à être capable ensuite d'adapter les environnements pour faire des traitements personnalisés aux différents patients, voir quelles recettes percutent plus avec des individus différents. Donc, puis entre autres, on passe rapidement, mais il y avait d'autres projets alliés au médical, comme dans le cadre de salles intelligentes pour manipuler les recherches microscopiques, puis un système d'aide à l'apprentissage pour le personnel médical. Ici, basé, donc, ce qu'on cherche à faire avec ces environnements neuroadaptatifs-là, je vais laisser ma collègue Alexis faire la suite et bien vous les présenter. Super. Donc, en collaboration avec l'Université de Montréal, des étudiants à la maîtrise et au doctorat, et aussi l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, donc l'IUGM, on a développé des environnements thérapeutiques destinés aux personnes âgées. Donc, ici, on vous en présente 6. On a la thérapie par la musique, zoothérapie, savana, le labyrinthe, le voyage par le train et l'expérience sous-marine.
Donc, chaque environnement a été créé avec un objectif thérapeutique différent. Et chaque environnement est adapté à chaque participant. Donc, on se disait que c'était important d'avoir des environnements qui n'étaient pas juste génériques et qui étaient le même pour chaque participant parce que chaque participant a des intérêts différents. Donc, en utilisant des lectures EEG, on mettait le casque sur les participants et ils pouvaient prendre part dans l'environnement thérapeutique. Et en fonction des lectures neurales, des émotions enregistrées, on pouvait adapter l'environnement, soit ajouter des différentes chansons, changer l'animal dans une thérapie, ajouter des éléments visuels et auditifs différents dans les environnements, afin d'adapter l'environnement pour créer une réponse plus positive chez les participants. Donc, on essaie de diminuer les émotions négatives et augmenter les émotions positives. On a aussi essayé de vérifier c'est quoi l'impact qu'avaient nos différents environnements thérapeutiques. Et en effet, avec des batteries de tests qu'on faisait passer les participants avant et après les environnements thérapeutiques, on voyait en effet une augmentation au niveau des fonctions exécutives, dont la mémoire et l'attention. Donc ici, juste rapidement, vous donner un exemple. Ça, c'est l'environnement musique-thérapie qui pouvait changer en fonction des émotions du participant. Donc, les différentes pièces de musique qui étaient présentées au niveau du stage étaient adaptées en fonction des émotions des participants. On va passer à autre chose vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Fait que Yann, je te repasse la parole. Oui, donc, pour en venir vite, nos solutions de déplacement libre, combinaison, on est hardware agnostique, donc on peut s'adapter à différentes solutions d'équipement. Donc, vous donner une idée un peu à quoi ça peut ressembler avec le déploiement qu'on a ici. Donc, ici, vous avez un exemple aussi de guider à se retrouver dans un état de relaxation maximum dans un temps minimal, dans un mode neuroadaptatif, donc qui peut aider à réduire le stress, anxiété, douleur, etc. Donc, je peux peut-être, on va y aller rapidement. Donc, à partir de là, on avait lecture des niveaux de focus, méditation, frustration. On guidait l'individu pour lui permettre de mieux relaxer ses membres, et ainsi de suite, de façon à atteindre l'état souhaité. Suite à ça, donc, on a commencé, vu la COVID, on a dû s'adapter. On devait, dans le projet MedTech, être capable de déployer un NeuroGym, donc être capable de déployer nos applications donc, dans une salle dédiée d'une résidence de personnes âgées. On ne pouvait pas y avoir accès. Donc, puis on a vu que les problèmes de distanciation sociaux créaient une grosse problématique directement qui empêchait les personnes qui créaient une détresse de solitude. Donc, suite à ça, on s'est fait un plan B, d'être capable de déployer à distance via une plateforme de visite journalière sociale pour les personnes âgées dans laquelle on a embedé toutes nos analytiques intrusifs et moins intrusifs, donc pouvant déployer avec le G ou sans pour permettre de monitorer puis faire des rapports sur l'état donc, de santé mentale, de rester en forme, puis on a tout le côté émotionnel de rester connecté. Donc, suite à ça, on peut vous montrer un court vidéo un peu à quoi ça ressemble. On ne passera pas au travers, je pense que c'est trop long. Oui, donc vous pouvez voir les différents environnements, on peut planifier une visite. Donc, par des visites virtuelles, un court laps de temps, donc en assistant la personne, on s'en va monitorer l'émotion par la voix, analyser tout le dialogue de communication qui est fait en permettant de faire de l'assistance à distance. Puis on a aussi, à l'intérieur de ça, on les guide à faire bouger un peu
donc physiquement, à leur faire travailler les méninges, donc le côté mental, puis à être capable de socialiser avec eux, d'avoir du contact humain. Donc, grosso modo, nombreux environnements ont été créés qui sont prétextes à être capable de faire des marches virtuelles, finalement, d'amener les personnes âgées à être avec un aidant ou un proche, à carrément interréagir, puis en les faisant interréagir, monitorer tout en parallèle, puis permettre d'avoir des rapports ponctuels, journaliers, puis au bout de semaine, d'avoir plus de précision de l'état de santé mentale et émotionnelle de la personne âgée, qu'au lieu d'avoir des visites souvent qui sont faites à des intervalles plus longs, d'être capable de mieux diagnostiquer puis avoir un suivi de l'état dans un délai court. Donc, de la zoothérapie, le train exemple, permet d'amener dans une relaxation maximum rapidement, de permettre à avoir des discours puis de pouvoir communiquer plus facilement, réduisant le stress de la personne âgée, puis ainsi de suite. Donc, on a créé plein de décors propices au prétexte de pouvoir déployer nos outils, puis l'analytique sont en dessous. Donc, en dernier, merci à tous nos autres partenaires aussi. En plus de IUGM, UDM, UQAM, McGill, Université Laval, UTS, Ivado. On remercie tout le monde qui a pu nous assister pour être capable de venir à terme de ces 120 projets de recherche-là, publications scientifiques. Puis aussi, on remercie, grâce à l'aide de Medtech puis tout le monde. Donc, on est aussi finaliste au prix partenariat de l'ADRIC cette année. Donc, merci. On conclut sur ça. S'il y a des questions, on est disponible pour vous. Puis, ça nous fera un plaisir de parler avec vous dans les différentes salles virtuelles. Merci beaucoup, Alexis et Yann, pour cette présentation tout à fait fascinante et qui illustre ce qui peut être fait avec de la VR dans le domaine de la santé et du bien-être. C'était vraiment passionnant. Je vous invite à répondre à des questions qui vous sont posées dans le Q&A. Et puis, nous, on va passer à la prochaine présentation de Nathalie Pierre du CRI UGM et de Sylvain Giroux, du laboratoire Domus. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Donc, il me fait vraiment très plaisir de présenter aujourd'hui avec mon collègue Sylvain Giroux le projet qu'on réalise actuellement grâce à un soutien de Medtech et une collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, je me présente rapidement. Je suis ergothérapeute de formation, professeur à l'Université de Montréal et je suis aussi chercheur au Centre de recherche de l'Institut de gériatrie de Montréal. Et on travaille en collaboration avec notamment Sylvain et d'autres chercheurs sur le co-développement de solutions technologiques innovantes pour les personnes âgées. Co-développement parce qu'on a toujours ce souci d'intégrer l'ensemble des partenaires et les personnes âgées elles-mêmes à l'intérieur de nos processus de recherche. Donc, Sylvain, je te passe la parole pour te présenter. Bonjour à tous, je suis Sylvain Giroux, je suis professeur en informatique à l'Université de Sherbrooke et je co-dirige le laboratoire Domus. Je suis le bras plus technologique, si on veut. En fait, on est un triumvirat. Il y a aussi Mélanie Couture qui fait partie de l'équipe qui travaille sur l'implantation dans les organisations. Et puis, on forme une vraie équipe transdisciplinaire parce qu'on a appris beaucoup mutuellement les uns des autres. Donc, je vais repasser la parole à Nathalie. Merci. Donc oui, en fait, on est à la base donc un regroupement de chercheurs et grâce à Medtech et à d'autres partenariats, on a l'occasion de vous présenter ce projet qui est en cours. En fait, peut-être juste vous mettre un petit peu en contexte, on s'est rendu compte dans les dernières années, nos différentes équipes de chercheurs, qu'il y a vraiment une explosion des nouvelles technologies qui s'adressent aux personnes âgées. Donc, il y a un énorme marché qui est anticipé, bien sûr, par les entreprises, mais évidemment, tous les changements démographiques. Et on a malheureusement remarqué qu'il y a plusieurs de ces technologies qui n'ont pas encore été validées scientifiquement. Donc, on manque vraiment de données
qui nous permettent de pouvoir statuer sur l'efficacité réelle de ces technologies-là pour faciliter le maintien à domicile. Et par maintien à domicile, donc on entend que la personne âgée qui décide de rester chez elle, dans sa maison ou son appartement, qu'elle puisse le faire le plus longtemps possible avant d'être transférée ou d'avoir besoin d'être changée de milieu de vie où elle va recevoir plus de soins. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait qu'on a peu de données scientifiques. Premièrement, parce que les technologies évoluent beaucoup plus rapidement que nous. Les chercheurs, c'est long de faire un projet de recherche là, qui implique la mobilisation d'un grand nombre de partenaires, les comités d'éthique et tout, donc ça peut prendre quelques années. Et rendu à la fin du projet, bien, parfois la technologie est déjà rendue désuète. Et l'autre chose aussi qu'on observe, c'est qu'il y a assez peu d'implantation réelle de grande envergure de ces technologies-là à l'intérieur des suivis en maintien à domicile. Et peu de suivis à long terme, ce qui fait qu'on a encore peu de données par rapport à ce type de technologie-là sur le plan scientifique. Donc, on était intéressés, nous, à les documenter, ces informations-là, mais aussi avant tout de créer un projet qui nous permettrait de développer vraiment des solutions avec et pour les aînés et leur écosystème. Donc, une autre chose qu'on avait aussi observé, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui sont développées sans impliquer dès le départ les personnes âgées à l'intérieur du processus de design. Donc, parfois, il y a des technologies qui existent qui ne captent peut-être pas bien l'ensemble des besoins ou la réalité, le contexte dans lequel la technologie doit être utilisée dans un contexte de vieillissement. Donc, on souhaitait vraiment, dès le départ, pouvoir considérer tous ces éléments-là à l'intérieur du développement. Donc, on développait à la fois une technologie, mais on voulait aussi développer une innovation sociale, donc une manière vraiment innovante de pouvoir implanter ce type de technologie-là en milieu réel. On souhaitait aussi que lors du processus d'implantation de la technologie, que ça puisse se faire de façon harmonieuse et par là, on entend de pouvoir mettre en place une technologie qui va vraiment s'adapter aux habitudes de vie, aux façons de faire de la personne âgée et de son écosystème de manière à ce qu'elle soit vraiment adoptée et utile. Et donc, notre objectif ultime est de permettre aux personnes âgées de vieillir dans le milieu de leur choix. Donc, on a débuté ce projet-là par une rencontre vraiment stimulante, tout d'abord avec la Fondation Berthiaume du Tremblay et ses résidences pour personnes âgées. Et on a ensuite fait boule de neige en travaillant de façon étroite avec Techno Montréal, donc Numana, Feu Techno Montréal, qui est vraiment un catalyseur d'innovation qui nous a permis de créer tout un écosystème autour de ce projet-là. Donc, on est plusieurs partenaires universitaires, des partenaires industriels caritatifs, mais aussi donc des partenaires subventionnaires, notamment MedTech, mais aussi le Centre national d'excellence AgeWell, qui est un centre national canadien qui soutient le développement des technologies par et pour les personnes âgées. Donc, on a créé une espèce d'alliance ou de consortium avec tous ces partenaires-là et on a débuté la mise en place du projet dans 2 résidences qui appartiennent à la Fondation Berthiaume du Tremblay, les résidences le 16-15 et le 16-25, qui sont situées dans un environnement magnifique là, sur le bord de l'eau dans le nord de Montréal. C'est une résidence qui est intéressante aussi comme cas de recherche, si je peux dire, puisque c'est une résidence certifiée pour aînés autonomes, semi-autonomes qui n'offre pas de services et c'est la grande majorité là, des résidences pour aînés. Il y a par contre une présence 24 heures sur 24, donc ça aussi c'était intéressant pour nous puisqu'on souhaitait pouvoir avoir une personne qui serait responsable notamment de recevoir des alertes ou de pouvoir accompagner les aînés dans la prise en main de la technologie, donc quelqu'un sur place. Donc, il y avait aussi cet élément-là qui était particulièrement intéressant pour nous. Et c'est une petite résidence, donc c'est vraiment à une échelle humaine. C'est une habitation collective de 65 logements et ce n'est que des personnes seules, à l'exception d'un couple, des personnes qui sont arrivées il y a déjà plusieurs années et qui vieillissent maintenant et qui rentrent dans une phase de leur vie où il y a de plus en plus de besoins au niveau du soutien et du maintien à domicile. Donc, du soutien, oui, à la réalisation des tâches de la vie quotidienne, mais aussi certains qui nous rapportent là, avoir plus de difficultés cognitives et donc sentir le besoin d'avoir de l'accompagnement à ce sujet. Alors, Sylvain, je te passe la parole. OK.
Donc, au niveau du projet, on avait plusieurs objectifs. Donc, le premier, c'était de développer un système de supervision d'assistance intelligent et personnalisable qui va être déployé dans les résidences. Donc, on parle vraiment d'implantation et de déploiement réel. Ensuite, il y a un aspect qui est l'évaluation de l'utilisabilité du système. Donc, s'assurer que ça répond bien aux besoins. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de mesures pendant l'expérimentation, pendant le déploiement et post au niveau de l'expérimentation qui sont prises pour aller chercher justement des données scientifiques, des données qui vont être probantes au niveau de l'utilisation des technologies et des bénéfices qui en découlent. Et il y a un troisième aspect qui est l'aspect organisation. Donc, comment est-ce qu'on prend ces technologies-là et qu'on va les implanter dans des organisations? Donc, on dépasse le seul niveau de l'usager, de la personne âgée ou de l'aidant proche, mais on regarde tout le processus, on le documente et on fait des listes, par exemple, des bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, à quoi il faut faire attention, etc. Parce qu'on croit fondamentalement, ça fait plusieurs années qu'on fait de la recherche ensemble, et ce qu'on a appris, c'est qu'on ne peut pas prendre un seul aspect et isolément et le pousser. Et si on veut que les systèmes fonctionnent, il faut vraiment prendre les trois aspects, l'aspect service, l'aspect soins, etc., l'aspect technologie et l'aspect implémentation. Et on ne peut pas se permettre d'en laisser un derrière. Est-ce que tu peux passer au transparent suivant? Et pour ça, au niveau du système qui est développé, qui va être déployé, on se place dans un contexte d'environnement intelligent, donc d'habitat intelligent, de maisons intelligentes. Et on va déployer trois types de services. Donc, un premier type de service qui s'intéresse à la préservation du bâtiment. Un deuxième type de service qui va s'adresser plus au niveau des aidants, au niveau de la supervision à distance. Et un troisième type qui va interagir plus directement avec les personnes âgées, donc l'assistance cognitive. Ce qu'il faut voir au niveau de la préservation du bâtiment, on a focalisé sur la prévention des dégâts d'eau. Donc, dans le système qui est déployé, on va s'intéresser aux dégâts d'eau. Mais il y a aussi un aspect aussi prévention des incendies qui est moins important que l'aspect dégâts d'eau. Au niveau de la supervision à distance, ce qu'on voulait en particulier explorer, c'est comment est-ce qu'on peut faire cette supervision dans un contexte de temps plutôt long. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recueillir des données et avec ces données, on va les analyser. On va regarder comment les habitudes de vie des personnes vont évoluer. Et finalement, au niveau de l'assistance cognitive, là, on va se placer plus dans un contexte de temps réel. Ça ne veut pas dire que dans les autres, il n'y a pas des contextes de temps réel, mais on va focaliser plus sur le temps réel et sur les interactions avec la personne âgée. Et là, on va s'intéresser à des choses comme préparer ses repas en toute sécurité. Donc, quels sont les systèmes qu'on peut mettre en place ou encore aider la personne à gérer sa vie quotidienne. Quelles sont ses activités présentes, quelles sont les activités à venir, de manière à l'accompagner vraiment immédiatement dans ses activités et lui donner un point de vue général sur ce qui se passe et qu'elle puisse contrôler sa vie. Donc, un des aspects qui est important, c'est qu'on se place dans une perspective de maintien à domicile et d'autonomie des personnes. On veut que ce soit les personnes qui soient en contrôle de leur vie. Pour ça, il y a un aspect informatique dont il faut traiter. Donc, on parle d'infrastructure qui est ouverte et une infrastructure qui est ouverte à trois niveaux. Donc, au premier niveau, on va avoir des capteurs. Donc, on voit un peu ici dans l'appartement, il y a des capteurs qui correspondent à la couche Internet des objets, qui vont recueillir des données et qui vont aussi, il y a des effecteurs qui vont aussi permettre d'interagir avec la personne. Donc, le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau du middleware. Donc, on va recueillir l'information, on va les analyser, on va utiliser l'intelligence artificielle. Et le troisième niveau, c'est le niveau des services dont je vous ai parlé. Comment est-ce qu'on prend ces informations-là et qu'on les utilise pour donner les trois types de services dont je vous ai parlé. Et autour de ça, en fait, sur cette infrastructure-là, cette approche-là, il y a un modèle d'affaires, en fait. On croit fondamentalement à l'idée d'écosystème. On pense que c'est des problèmes qui sont trop complexes, trop larges pour qu'il y ait une seule entreprise qui puisse, ou une seule entité qui puisse s'en occuper. Donc, on travaille sur une infrastructure qui est ouverte
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec différents niveaux d'intégration avec différentes entités. Par exemple, au niveau de l'Internet des objets, on va externaliser la partie service de capteur au niveau des dégâts d'eau. Et puis, au niveau des services, on va travailler avec un hospitaliste qui fait partie du consortium, puis on va faire des intégrations plus serrées avec des allers-retours et des échanges de données entre les services. Est-ce que tu peux passer au niveau transparent? Et pour ça, on va travailler dans une approche de Living Lab, donc un écosystème où plusieurs types de partenaires, donc Nathalie vous a parlé, donc des organismes publics, des entreprises privées, qui vont s'inscrire dans le territoire. Le territoire dont on parle dans ce projet-là, c'est le domicile, la résidence pour personnes âgées. Et à un niveau un petit peu plus large, c'est dans un quartier innovant qui est développé par la Fondation Berthiaume-du-Tremblay. Pour faire de la technologie, on parle d'Internet des objets, d'intelligence artificielle et un peu de réalité augmentée. Et pour des cas d'utilisation réelle, donc les 3 types de services dont je vous ai parlé. Et pour faire ça, tous les participants sont intégrés. Donc, ça part des personnes âgées, ça intègre les aidants, en particulier les responsables du logement qui s'occupent d'un étage, le personnel de soutien, par exemple, tout ce qui est conciergerie, et l'administration aussi est impliquée. Donc, on est vraiment dans un esprit de laboratoire vivant et on partage le pouvoir. Donc, il n'y a pas, c'est pas que nous qui décidons, c'est vraiment tous les partenaires participent à toutes les décisions puis aux stratégies qui sont adoptées. Au niveau de transparence. Donc, on a débuté en 2018. Le projet est en cours et c'est prévu pour se terminer pour 2023. Donc, je vous remercie en mon nom et celui de Nathalie de votre attention. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Sylvain, pour cette présentation de vos centres de recherche de Domus et de vos travaux. On retiendra, entre autres, l'importance de travailler de façon multidisciplinaire et aussi de mettre les aînés vraiment au centre du processus d'innovation. Donc, pour les gens qui nous écoutent, si jamais ces problématiques vous intéressent, je vous invite à poser vos questions dans la boîte de dialogue Q&A ou plus tard pendant le panel. Donc, merci encore. Et maintenant, nous allons avoir la chance d'entendre Naomi Goldapple d'Alaya Care. OK, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet appliqué que nous sommes en train de faire chez Alaya Care. Et en fait, je vais changer en anglais parce que les slides sont en anglais, alors je pense que ça va être plus facile. So I run Alaya Labs, which is the R&D arm of Alaya Care. Alaya Care builds software for the home care industry. So all home care agencies, as well as health authorities, use our software. Everything from intake to scheduling to billing to electronic health records. Within our software. So it's like an ERP for the home care industry. So what the labs does is we try to focus on the biggest challenges that are facing our customers. Definitely, it's been mentioned a lot here today, pénurie de main-d'œuvre. There's a big problem with not enough employees and employee churn, and then schedule and route optimization. But what I'm going to speak to you about today is our efforts in overall improving clinical outcomes and mitigating risks of hospitalizations and falls of those who are at home. And we do that by leveraging, proven and emerging technologies. So we'll talk today about what we're doing with NLP. We developed a machine learning model a few years ago, and the goal was to predict if a patient at home will return to the ER in the next 3 days. Now, this is a very important metric for the home care industry. A lot of agencies are measured and are reimbursed from their payers based on their rehospitalization and based on their kind of fall metrics. So if you are in a hospital and then you're in the care of a home care agency, if you go back to the ER within 30 days or you're hospitalized within 30 days, that could really prevent you from being reimbursed by Medicare, by Medicaid, and by other different payers. So these are very important metrics in the home care industry. So we developed a model to be able to highlight those that are at risk
and then be able to mitigate that. So this was built with some structured data, taking, taking their medical history, some of their medical history, their diagnosis, and then with remote patient monitoring, having some of their vital signs being captured. And this all gave a prediction score between 1 and 5. So 1 being no risk that they would be hospitalized, and 5 being high risk. And this score was then put on the telehealth dashboard that is available to clinicians. So this was fine, but we realized quickly that we are not leveraging all the data that is in our system and that can contribute to really the full understanding of the status of a patient. So, and this is really in the form of rich text, rich free text. So there's a lot of notes that caregivers and nurses who are taking care of people at home put into our system. So progress notes, visit notes, and we find a lot of interesting information in there, and some of it is very actionable. And our hypothesis was, if we can take this information, if it can be read automatically, and the clinicians can be flagged, they can actually mitigate some of these risks. So, when a patient is in home care, every time they have a visit, there's notes taken. So first one could be, patient's doing fine. Next one could be something, their appetite is decreasing, could be their cough is worsening. And then all of a sudden we end up, patient is short of breath, call 911. So the hypothesis here is, the caregiver notes really round out the full picture of that client's status. And would that help us to prevent them from returning to the hospital? So the types of notes that we're dealing with are things that are called ADL comments. So that's activities of daily living. And the caregivers put notes on those. So those are in certain categories. And we find things like patient fell, almost broke his ankle, went to the hospital. These are very important to be bubbled up right away to be able to act on that. And progress notes could be more behavioral type, and those could be, leading indicators that things might be trending downward. So the idea was, why don't we build a model where, using natural language processing, that automatically reads these notes, because sometimes the clinicians and the clinical supervisors are just too busy to read these notes in a timely fashion. Let's make sure that they're read, and that if there's some very important content in there, that it is sent as a notification right away to be acted upon. So we worked with our validation partners. So these are some of our customers that like to sort of experiment with us, to let us know what would be considered red flags and what would be considered yellow flags. So red flags would be anything to do about a fall, any negligence, abuse, anything about 911, ER, anything cardiac, any skin breakdown, anything to do about COVID. And then things that are yellow alerts would be, they're fine to get a digest at the end of the day, but they still want to know. So those are things, changes in eating, drinking habits, any PPE needs, any supply needs. So, some examples that we see are notes that we found that our system automatically flagged, are like as a red flag, for a fall, slipped out of his chair this evening, he's fine, ambulance guys came. This is something that the clinical supervisor needs to know about right away. And this could result in giving extra hours of care, because they might be getting weaker at home, might have to call the family and bring them into the fold, make sure that there's more full-time care. So this information can definitely be actionable right away. So what we did is we used some NLP techniques. This one is NER, to be able to put those in the proper categories. And then our first version of our model, we came up with the flags, and we piloted this with a few of our customers. And these were based on the length of the note frequency, sentence similarity with known examples. And basically we would come up with the flags, and our pilot customers would let us know if we were tagging them correctly or not. After we ran these pilots, the results were very positive. Because what we did is we put the results right onto their homepage. So we took the flags, we visualized them right onto their homepage,
So they would always be able to go and click on any of the red flags, any of the yellow flags, see what the information is about, see who's dealing with it, see what was done. And this would give them that information right at their fingertips. And this was fine, and this worked. This works very well. But how do we make sure that this model is going to be robust enough for all of our different clients? So using newer techniques in NLP, like the BERT models, we're now working with home care agencies to build a good amount of labeled data that we can use to build the model and actually classify for that specific agency. So what we're doing, if these are different users or different agencies who have different things, what they flag as red flags and yellow flags might be slightly different depending on the agency. Some could be have more acute cases depending on their geographic area, depending on their specialization. Some specialize more in dementia. Then they're going to have certain things that are more red flags than others. So what we're doing now is we are training so that the classifiers can be used to predict if the notes should be flagged as they are written. So what we're doing is we are taking these training with BERT and the classifier, taking that model, and then we are seeing if these notes were properly flagged and non-flagged, working with our users to be able to label them for us and let us know when these have to be modified. So basically bringing the learning aspect into this flow, and now getting better and better at building more robust classifiers. So now we had our first training mode. Now we come up with our second version with the labeled data. So it's getting smarter every time. And building this is really just the tip of the iceberg in terms of the overall being able to assess risk. So we see that we have a lot of this unstructured data that we can deal with, but this is sitting upon all of the structured data and other sources like assessments and clinical notes and care plans and vitals. And a lot of the other information that we saw today with the other panelists who were presenting all different types of data that can be collected, all kinds of IoT data to get the full picture of how the client is doing at home. And there's huge opportunities to take this data and all kinds of different sources of data, socioeconomic data, and look at them over time to be able to understand how they are progressing and when are they displaying anomalous behavior. And these can be opportunities for triggers for different types of care, for to be able to minimize these hospitalization, minimize falls, and improve overall outcomes. Thank you very much. Thanks a lot, Naomi, for this amazing presentation that illustrate very well how to leverage different kinds of data as well as AI algorithms. So now please feel free to ask your question directly to Naomi in the Q&A box. And now we will invite Samira Rahimi to present her work. Hello everyone, bonjour tout le monde. Je vais présenter en anglais mon présentation, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser votre question en français ou en anglais. So my name is Samira Rahimi. I'm assistant professor in Department of Family Medicine at McGill University and also NILA member and associate member of Electrical and Computer Engineering Department at McGill. It's a pleasure to be with you today and present one of our projects. And also I want to thank organizer of this webinar, Ivado and MedTech Plus. So before starting, I want to disclose that I have no actual or potential conflict of interest in relation to this talk. And also I want to begin with acknowledging the land which McGill is based on, and it is the traditional territory of Kanien'kehá:ka, a place where has been served as a site of meeting and exchange amongst the nations. So we recognize and respect Kanien'kehá:ka, the traditional custodians of the land and water which I present today. And I also want to acknowledge the support that my research lab received from these organizations and funding agency. We are grateful for this support, and
without this support, our research was not possible. So this is where my research lab is based on in family medicine department outside of campus and close to the two main hospitals, St. Mary's Hospital and Jewish General Hospital, where we collaborate closely with the clinicians and also family doctors over there. And my main lab also is based on Jewish General Hospital. So my research lab mainly focuses on integration of three main parts by integrating smart technology and using this technology such as AI for providing evidence-based and value-informed decision-making in clinical practice in primary healthcare and by involving community and patient in the process. So we do research on different aspects, including cardiovascular disease, dementia, mental health care, as well as COVID-19. But today I'm going to present you one of our research which focuses on use of AI for prevention of the COVID-19 or for early detection of COVID-19 in long-term care facilities. So based on the published research, we know that about 75% of the infection were among individuals over 50 years old, and majority of elderly has been died or infected with COVID-19, and we didn't act it well in Canada specifically, and in Quebec and in Ontario, majority of the deaths and infections were in long-term care facility because of different reasons. For instance, crowding, sharing of bathroom facilities, gathering in common areas, and low preparedness of these facilities. Some of the infected staff were working multiple facilities that they were symptomatic and then transferring the disease to the residents that they are providing care to in multiple facilities. And so the first and second wave in long-term care facilities, especially in Quebec and Ontario, was disastrous. And over 80% of the reported deaths in the provinces was from long-term care facility, unfortunately. And still, since a couple of months ago, we still see some news about long-term care facility and how the services and care is provided over there. So in AI COVID-19 project, our main goal was to see how we can use AI and Internet of Medical Things in order to provide better care or track or monitor and then predict high-risk senior residents in these long-term care facilities. So in this project, we were using remote monitoring solutions, including wearable smart devices that can measure residents' temperature, blood pressure, sleep pattern, activity level, blood oxygen level, and then using this, all of these collected data, the plan was to use or develop an AI model which could help in early detection of the disease in these long-term care facilities. So we collected the data from help of the biobank, Quebec Biobank, from all of the long-term care facilities in province of Quebec. And we developed our model, which is at the last stage, and we got really good results. It is, we got over 90% accuracy level for detection of the disease in long-term care facilities. And also, these are some of my students that worked on the development of the dashboard, which they use deep learning models and also other machine learning tools in order to predict the infection and death rate in Canada, and more specifically in long-term care facilities, which the dashboard is at last stages of the development, and it will be available very soon. But I want to talk a little bit about the barriers and challenges that we faced in our project, and still it's an ongoing project. But I wanted to highlight some important aspects to consider.
perhaps in the future, well, we can work and improve in these aspects in our healthcare system and also from the technology side for those who are working on development of these AI systems. So one of the barriers was the way that the data was collected in these systems. So we got over 4,000 patient data, but about 25% of these data were usable, and majority of them was missing data, which was not ideal for development of the high quality AI model. So, and we are still using these fax machines for collection of the data. We are not collecting all of these information from patient and clinical data regularly, continuously, and precisely. So we don't have high quality data. We don't have even high quantity data neither. So what we need to focus on in the future healthcare system is to improve quality of the data, excuse me, and also quantity of the data to be able to use the power of AI models, and more specifically deep learning models in healthcare system. And the other aspect that we notice in this project, as well as all our other projects, is that the data was not collected comprehensively, meaning that the sex and gender aspects, more specifically the ethical the ethnicity aspect, the social and economic aspect was not properly collected in these data, which are very important. And previous study versus this is a study that published in Nature by this author showed that how important it is to consider all of these aspects in healthcare research, and these aspects that are related to the individual characteristics and behavior of the patient, the social and economic environment, and also the physical environment of the patient. And this is the same the same thing that we got in our other project, that we identified all of the AI work or AI intervention in community-based primary healthcare, and we saw that only 42% reported on the sex aspect, 27% reported on socio-demographic information, and 22% only reported on the ethnicity of the patient's data, which among those which reported on those aspects, a majority was a Caucasian ethnicity, which showing that we really need to work further on the way that we are collecting the data and collect more representative data, as well as the way that we are reporting this information on our research work. And the other aspect that I wanted to highlight is the aspect related to working with elderly, which was one of the aspects that we placed in our project, and how difficult it is to work with is elderly, specifically long-term care facility, that majority of them are dementia patients. And it is very important that when we are developing a technology, new technology, we work with patients, we work with caregivers, and design something for them, for the problem, not have a device and then fit it in our healthcare system, but first of all, target the problem and know what is exactly the problem, work with the patient and caregivers, and develop something for them that is more beneficial and impactful for them. For instance, the smart watches that might not be that is heavy or big, elderly that are fragile and having dementia might not be able to keep it long time in their hands. So we need to think in advance and work with patients and caregivers to be able to design something that will be more impactful and useful in real clinical practice for them. So these are some take-home messages that I highlighted here in terms of the quality of the data and how it is important to have representative data. How important is it to better report, better collect the data in our healthcare system to be able to develop AI models that will be more accurate, and then after the development, how it is important to
report precisely and well in our research work, and how important it is to be sensitive to the potential biases that might happen, including historical bias, algorithmic biases, representation biases of our AI models, and importance of open science initiative and sharing all of these models, all of these codes, all of these data, so everyone will be able to use from these knowledge that we obtain in our research, and the importance of multidisciplinary work and having multidisciplinary team working with patient clinicians from the start of the project, not just in the validation stage of the project. It is very important. So I will talk further in the panel. I don't have that much time left, but I'll be happy to answer any question that you might have. And it was a pleasure to present you this work. Merci Samira, et merci à tous les présentateurs. Vous avez vraiment été enthousiastes, vous avez vraiment souligné, je trouve adéquatement, les aspects de l'innovation technologique, puis les aspects de la collaboration qui est indispensable si on veut que ces technologies soient correctement développées et ensuite implantées et un avenir commercial. Donc, merci beaucoup. L'enthousiasme fait qu'on a vraiment dépassé le temps aussi des présentations, mais évidemment, on va quand même prendre les questions que vous avez posées dans le chat. Donc, j'invite les panélistes à ouvrir leur caméra. Je sais que Nathalie a dû quitter et Naomi aussi, je crois. Mais s'il vous plaît, voilà. So I invite all the presenters to turn on the camera so we can discuss around the question. So the first question around aging population and the shortage of healthcare workers. So I think it's a central question. Donc une question sur la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé et le soin dans les aînés. Alors comment voyez-vous l'intelligence artificielle et les outils technologiques pour contrer cette pénurie de main-d'œuvre et le vieillissement? Donc, how do you see AI-based tools to help for this shortage of workers in the healthcare systems and in general? Qui veut se lancer? Yann, oui, tu es sur mute. Oui, et donc du côté intelligence artificielle, de manière à aider l'optimisation, je crois qu'il y a une fausse peur des gens de croire que la machine, l'effet Terminator, qu'on va plutôt remplacer les humains à l'intérieur des centres de personnes âgées. Donc, la réalité plutôt, c'est d'avoir des alertes, des analyses plus rapides, plus vite, complémentaires, de mieux connaître ses priorités. C'est toutes des choses qui peuvent être calculées rapidement, puis qui peuvent aviser les gens à prendre des meilleures situations dans des situations d'urgence, puis de pouvoir réussir à remettre les priorités en place, puis peut-être à finalement avoir une meilleure qualité de vie comme aidant. Effectivement, je pense qu'aussi, c'est vraiment de pouvoir essayer de réfléchir à des manières, donc c'est ça, comme Yann disait, d'assister les gens. Donc, c'est pas tant une question de remplacer, mais d'assister. Puis aussi de pouvoir donc trouver des mécanismes d'automatisation où il y a des choses que les humains font présentement qu'une machine peut très bien faire, mais il y a des choses aussi que justement, on veut donc maximiser donc, le contact humain de l'humain, les interactions, tout ça, donc que l'humain puisse prioriser le côté humain où ce que l'humain est particulièrement bon, tout en offrant les outils pour les choses qui n'est pas nécessairement la chose unique qu'un humain peut faire, puis que les machines, entre guillemets, peuvent aider. Donc, c'est plus de créer, si je peux donner un exemple, un centaure. Donc, le centaure dans la mythologie, c'est comme mi-homme, mi-cheval. Donc, c'est de pouvoir donner cette force-là à l'homme tout en gardant la partie de l'homme qui est nécessaire. Donc, in English, it would be to maybe add some automation and to not mistake AI or automation or robotic process automation as a danger for the clinicians or for the patients or for their family, but really they could assist them and they can work together. And it's really more of finding what are the
the strengths of humans, and especially to give back the work to the caregiver, to the healthcare worker, give back the part of the work that they really enjoy instead of just having them to do automatic, repetitive tasks that could be automated. Yeah. Ouais, je pourrais résumer en disant de garder le human in the loop, d'avoir plutôt un coach AI. Donc, donc ça donne des priorités, des alertes, des références, mais tu as toujours un choix d'intervenir. Mais rendre la personne plus productive, rendre l'employé moins stressé, le décharger sont des points importants. Merci. Tout à fait. Excellent. Oui, Sylvain, tu voulais y aller? En fait, donc je vais donner juste mon opinion personnelle, je ne vais pas engager toute l'équipe. C'est que la pénurie de main-d'œuvre, elle est là pour durer. Et puis, si on dit qu'on va amener plus de personnes, etc., dans le système, ça va juste déplacer le système. Le problème, on va créer des pénuries ailleurs. Fait qu'il n'y aura pas plus de monde dans le système, puis il n'y aura pas nécessairement beaucoup plus de ressources. Et ce qu'il faut faire, c'est, je pense, changer le modèle et puis de déplacer le modèle de soins des professionnels de la santé vers la personne, qu'elle soit centrée, et que les professionnels se trouvent en périphérie et qu'on aille chercher leur lumière ou leur service quand on a besoin. Et puis ça, je pense que ça peut alléger un peu au niveau de Mais il y a vraiment, fondamentalement, je pense qu'il faut repenser le modèle au niveau de la gestion de la santé, puis le remettre dans les mains de la personne. Et les outils, justement, d'IA et de technologie peuvent aider à faire ça. Merci. Et quand on parle de technologie, on arrive rapidement aux enjeux éthiques. For example, Steve, what you presented with Ariel, I'm sure you have a lot of questions always from the audience around the ethics of this kind of innovation, but I'm sure the others also. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux questions, aux préoccupations qui reviennent des gens sur les enjeux éthiques? What do you answer to the audience usually related to the concerns on ethics? Of course, ethics is a concern. I will tell you that in all of the trials and commercial service that we provide, there is a consent that's signed by the occupants of the home, so they understand exactly what's happening. Now, on the privacy side, the value of ambient Wi-Fi sensing is there's no cameras, there's no other kind of devices, microphones and such that can pick up, privacy-related concerns relative to video or dialogue. And so it's all very secure. We are, 100% compliant to all the different, security laws that we operate under in the different geographies. There is also no identifying information that we store in the cloud. So we get a MAC address of a device, we scramble that MAC address, and then from there, it's just learning behavior. So it's very, very secure, and there's no way to recreate images or likenesses from any of our ambient sensing. So from there, it's very powerful. Now we have, of course, got a tremendous amount of feedback that those that are being monitored, so the elderly folks, they feel much more secure knowing that someone has insights into their daily lives. So if they've fallen and they haven't gotten up, that could certainly be detected, or if they've walked away from the home and haven't returned, that someone will be out there looking for them. So there's a lot of safety and security associated with the monitoring beyond the questions of ethics. And what people want is they want to be able to live at home. They want to feel confident in themselves. They want the ability to age in place without feeling like they're being watched over or being intruded upon. It gives them, ambient sensing gives them a way to do that without the thought that someone is, watching their every move. So. Good question. Samira et ensuite Joseph. Yeah. I actually want to highlight the importance of the trustworthiness and transparency in our AI models, which is also one of the important concepts that comes up when we are talking about ethical aspect. And when, for instance, healthcare professional want to use an AI model, an AI algorithm, he or she wants to know exactly why this algorithm reached to this conclusion and why it decided to propose option A instead of option B. And that's why it's important to work a little bit further on interpretability aspect and explainability of these AI models. And as an AI researcher, as a
AI technology companies, it's our responsibility to make sure that we are providing models or decision support systems that will be understandable and that will be transparent enough for the users, including healthcare professionals and patients. Joseph? Yeah. Tout à fait. En fait, en médecine, on nous apprend quand on devient médecin à l'école que c'est toujours une question donc, de risque et bénéfice. Il faut toujours que tu présentes donc, aux patients. Et en fait, chaque intervention ou absence d'intervention a toujours une partie de risque puis une partie de bénéfice. Et donc, c'est toujours comme ça dans la vie pour tout, pour conduire une voiture, pour tout. Donc, tout dans la vie est une question de risque et bénéfice. Puis une fois que c'est exprimé, donc c'est justement, tu permets d'inclure le patient, les proches aidants, les soignants dans le processus, puis tout le monde comprend les risques et bénéfices. Des fois, comme Steve, ben justement, le risque est très bas. Des fois, dans d'autres types d'outils, ben, les risques vont peut-être être plus élevés pour différentes raisons, mais des fois, les bénéfices sont différents aussi pour différentes raisons. Je pense que c'est juste de revenir au principe élémentaire de risque et bénéfices, puis que ça soit bien expliqué, puis que tout le monde comprenne. Je pense que c'est beaucoup ça aussi peut-être l'enjeu principal. So, in English would be just to take the risk and benefits and to weigh both of them. And sometimes, they have solutions that have way less risks and some benefits associated with them. Other solutions have more risk, but other benefits, and to just to calculate that and keep that into mind. And that's what we're trained as physicians to do. And I think that's a good starting point with the ethics of AI or any other tools that needs to be used. Sylvain? En fait, je suis d'accord qu'il y a la question des risques et bénéfices, mais c'est une cible qui est mouvante parce que actuellement, les gens acceptent de donner beaucoup plus d'informations qu'il y a 10 ou 15 ans. Ils acceptaient. Avant les caméras, personne ne voulait rien savoir. Puis actuellement, c'est beaucoup plus accepté. Même nous, on n'utilise pas de caméra dans nos systèmes. Et puis, il ne faut pas aussi se leurrer. À partir du moment où on utilise Internet des objets, il y a on n'est peut-être pas filmé, mais on va chercher beaucoup d'informations qui sont disponibles et qu'on peut analyser. Puis il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas d'idée de ce qu'on va pouvoir en extraire éventuellement. Et puis, aujourd'hui, les gens, ils acceptent d'avoir des assistants vocaux. Mais quand on regarde l'information qui passe, et la vie privée, etc., qu'il y a là, c'est extrêmement difficile. Ils l'acceptent sans vraiment savoir quelles sont les conséquences. Donc, je suis d'accord avec la transparence, mais ce n'est pas sûr que les personnes vont comprendre tous les impacts, en particulier si les personnes ont des troubles cognitifs. Puis peut-être une des avenues, c'est de regarder au niveau des crypto-monnaies, par exemple, au niveau de Bitcoin, dans le système informatique, les règles à respecter sont embedded, sont imbriquées dans le système, et puis c'est une façon de s'assurer que ça soit respecté. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de santé, etc. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a plusieurs solutions qui existent. Puis il y a de la législation à faire aussi à ce niveau. Oui, puis du côté, je rajouterais juste de façon très courte et brève, le point de vue caméra, pas de caméra est totalement de nos jours, dans les époques où on est. Tout le monde a un téléphone, il se promène avec, les caméras sont partout. C'est plutôt qu'est-ce que l'AI fait avec la caméra. C'est très facile de détruire les images en temps réel, juste d'aller interpréter ce qui est important avec les algorithmes, puis d'en extraire. On vous a perdu quelques secondes, mais je pense qu'on a eu l'essentiel. Ah oui, c'est ça, l'essentiel était là. Je voulais juste dire que c'est très facile de nos jours simplement d'extraire l'intelligence de l'image, puis détruire les images en temps réel. Il n'y a pas de filmer. Si on voulait exercer, avoir la peur d'être filmé, tout le monde se promène tous les jours avec des téléphones partout, donc de façon continue. C'est qu'est-ce qu'on en fait avec l'IA, donc la protection de la logique éthique qui est derrière. So maybe a question about how to better collaborate with the seniors and to have them really at the center of the innovations. Quelles sont vos stratégies pour s'assurer que... Je peux en discuter même si je suis plus du côté informatique. Donc, on a vraiment pris dans tous nos projets une approche Living Lab. C'est-à-dire que dès le départ, les personnes âgées sont intégrées
dans les projets. Puis il y a beaucoup de stratégies qui sont utilisées. Donc, il y a des entrevues. J'ai vu qu'il y a d'autres projets aussi qui font des entrevues. Il y a des entrevues, il y a des focus group. On présente des prototypes, des mock-ups qui sont complets ou partiels. On a aussi dans certains projets, on a eu des ateliers où c'était du papier, du découpage, etc. Puis les gens, ils construisaient l'interface avec eux. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et puis, notre expérience aussi, c'est que si on fait attention, on peut même faire ça avec les personnes qui ont des troubles cognitifs, donc en particulier avec des gens qui avaient des troubles cognitifs assez avancés, en structurant bien les entrevues, en faisant attention à nombre de sujets qui sont abordés, en rendant les choses plus concrètes. Ça permet de les intégrer. Et puis, un des aspects qui est aussi important, j'ai parlé du volet implantation dans ce qu'on fait. Tout au long du projet, il y a des entrevues, des retours, etc., avec les personnes qui sont impliquées à tous les niveaux. Et ça nous est ramené au niveau des orientations, du design de la technologie, etc. Puis, ça nous a évité beaucoup de problèmes. Permet d'identifier rapidement beaucoup de problèmes, puis de remettre le projet sur le bon chemin. Et puis, donc, il faut vraiment tenir compte des 3 aspects et c'est possible de le faire. Merci beaucoup, Sylvain. Un petit peu dans la même thématique, peut-être, Alpha, est-ce que tu voudrais nous parler d'angle mort que vous aviez avant de faire cette étude en UX, par exemple? Donc, je ne sais pas si Alpha est toujours avec nous. Donc, je vais peut-être aller poser une autre question. Je voulais juste savoir finalement, je pense qu'ils ont une approche où ils ont peut-être intégré un petit peu plus tard justement cet aspect-là. Donc, finalement aussi, quand on va parler d'inclusivité, il y a le problème de l'accessibilité qui va se poser. Quand on parle de nouvelles technologies, il peut y avoir un coût. Comment on s'assure finalement que ces technologies et ces innovations vont pouvoir être accessibles à l'ensemble de la population et pas seulement aux personnes qui ont les meilleurs revenus? I wanted to elaborate on that and connect this to the previous question, which was about the involvement of the users and collaboration with this elderly and their caregiver. I think that is very important stage. And when we start the project, it's important to start since the design of these AI models to work with these elderly and these caregivers and make sure that we are integrating all of their needs and preferences from the start and from the design stage, not just in the validation stage and just give them model and this is a model, just use it. So that is when we go through those process and start with the need assessment and start with identifying what features they want. Perhaps the aspects related to the accessibility will be also considered. And one of the problems might be related to the cost of these devices that we are developing and how easily people like elderly or caregiver will be able to purchase these devices at the end. So I think these are important aspects to consider in order to facilitate use and access to these devices for the different population with different economic level. Merci beaucoup, Samira. J'aimerais aussi poser une petite question et peut-être avec une ouverture, c'est que finalement, on le voit, il y a plusieurs applications comme celle de Léomed ou encore d'Alaya Care. On va essayer aussi d'aller capter des données qui ne sont pas spécifiques au milieu de la santé, donc par exemple à l'hôpital ou aux premières lignes, mais on va essayer aussi d'avoir une vue un petit peu plus exhaustive. Là, on parle du cas particulier des seniors et des aînés, mais finalement, est-ce qu'une fois que c'est développé pour cette population-là, c'est des outils qui vont pouvoir être utilisés pour l'ensemble de la population? La question, c'est savoir si l'outil peut être paramétré pour d'autres types d'utilisateurs, c'est ça? Ben, c'est ça. Finalement, est-ce que ces technologies qu'on développe pour les aînés, ce n'est pas des technologies un petit peu pionnières finalement qui vont pouvoir être aussi élargies à l'ensemble de la population? Oui, ben c'est une très bonne question. En fait, il y a une expression, c'est
qu'on utilise des fois quand on développe des outils. C'est comme keep it simple and stupid. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc, c'est une expression qui fait que le plus simple que ton outil est, le plus facile d'approche, le mieux que c'est pour tout le monde. Donc, effectivement, c'est sûr que quand tu développes quelque chose qui est capable d'être utilisé par les personnes âgées, bien évidemment, cette même technologie-là peut être donc utilisée par d'autres membres de la société. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est intéressant, justement, quand tu réfléchis à justement pas nécessairement juste les low-hanging fruits, comme ils disent en anglais, les fruits qui sont les plus beaux, les plus faciles à atteindre. Donc, on mentionnait donc les gens qui ont déjà les moyens financiers ou que ce soit les gens qui sont déjà très technologiques, mais quand tu réussis à réfléchir à l'ensemble de la population, parce qu'au final, comme je disais tantôt, on est tous des patients, c'est là que la créativité peut rentrer, c'est là que justement tu es capable de réfléchir à différentes solutions qui peuvent s'adapter en fait aux réalités puis qui finissent par bénéficier tout le monde. Donc la simplicité que tu vas chercher en l'adaptant pour les personnes âgées finit par bénéficier même ceux qui sont déjà plus habiles avec les technologies parce que tu viens d'offrir plus de fonctionnalités, plus de simplicité et une approche qui est vraiment plus agréable pour tout le monde. Ouais. Merci beaucoup, Joseph. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question? Sylvain? Je rajouterais peut-être un point aussi. Je verrais, là, il y a le côté simplicité, mais d'un autre côté, on a le côté adaptation. Donc, je vois, moi, le côté de nous, ce qui nous soucie beaucoup, c'est tout ce qui est le côté émotif, cognitif. Donc, les autres troubles, les populations vulnérables, autres que les personnes âgées, sont existantes dans ces créneaux-là. Donc, on parle des autistes, des handicapés mentaux, même les enfants en trouble de TDA. Donc, je crois qu'il y a plein de créneaux autres à adapter, puis sur lesquels ça peut être implémenté aussi. Merci beaucoup, Yann. Sylvain, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, ben, en fait, c'est complémentaire à ce qui vient d'être dit. Si on regarde un des systèmes qu'on a développés, pour l'instant, c'est la préparation de repas. Ça n'a pas été développé pour les personnes âgées initialement. On a travaillé avec les traumatisés crâniens sévères. Et puis par la suite, on l'a adapté pour les personnes âgées. Et puis, moi, je suis parti pour aux expérimentations. C'est déployé chez nous. Et je ne sais pas si je suis une personne âgée, mais je peux vous dire que c'est très utile. Donc, je ne cuisine pas nécessairement de manière sécuritaire. Donc, effectivement, à mon avis, tout ce qui est fait, là, ça peut servir pour facilement aller vers le grand public, d'autant plus qu'on a des outils de personnalisation en informatique qui sont vraiment puissants. Et puis, on peut vraiment faire des solutions sur mesure par rapport aux personnes. J'ajouterais aussi peut-être un petit détail qui vient chercher d'autres questions qui ont été adressées. Mais je trouve ça, en fait, dans la question d'accessibilité, donc qui peut finalement déployer ces technologies, en fait, je pense que c'est très important qu'il y ait des webinaires comme ceux d'aujourd'hui, MedTech, Ivado, et évidemment, on espère aussi qu'il y ait des membres donc, du personnel, en fait, du M3S, du ministère de la Santé et d'autres gens, parce qu'en fait, c'est sûr que si les gens, donc dans les milieux hospitaliers, les milieux CHSLD, les milieux de suivi soins à domicile, cherchent les nouvelles technologies, cherchent à intégrer donc, les gens au niveau de l'étude, les partenaires industriels, ben, tout le monde va gagner au final. Donc, c'est aussi à pouvoir mieux enligner et diriger donc l'ensemble de la société vers ces technologies-là et de permettre donc cette meilleure interconnexion-là au niveau de la recherche, au niveau de l'administration hospitalière, puis au niveau aussi donc des partenaires industriels. Merci beaucoup, Joseph, pour cette dernière remarque qui nous semble tout à fait, en tout cas du côté d'Ivado, tout à fait pertinente. On a bien conscience que pour que les outils qu'on va proposer au système soient bien adaptés, il faut vraiment qu'il y ait tous les acteurs autour de la table. Donc, effectivement, une remarque très importante. Donc, dans les populations âgées, finalement, il y a un cumul souvent de problèmes de santé. Donc, les chercheurs qui vont travailler dessus, ils vont devoir s'attaquer à de nombreux problèmes. Et est-ce que ça, du coup, finalement, ça n'oblige pas à avoir déjà en amont dans vos technologies un grand nombre de solutions qui sont développées En fait, ben, si je peux me permettre de répondre. Donc, je pense qu'effectivement,
l'interopérabilité des outils entre eux, parce qu'en fait, au final, on ne peut pas tout développer. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de défis. Et donc, je pense que si il y a une ouverture déjà des gens à collaborer avec des technologies comme on appelle dans le monde du développement des API, les Application Programming Interface, ou même des normes de communication comme FHIR ou HL7 ou autres. Donc, s'il y a cette ouverture-là, il peut y avoir une complémentarité avec les outils, des outils de suivi, des outils de surveillance, des outils d'alerte, des outils de prise de rendez-vous, des outils de visualiser le tout avec des dashboards, puis de finalement collaborer le tout et permettre qu'il y ait un échange de données. Je pense que ça va être inévitable parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de nuances. Il faut avoir cette ouverture-là entre les différents partenaires, à mon humble avis. So in English, it's just that, yes, we need an openness to interconnect and really be able to exchange information between different partners and different softwares to be sure that we can really have this global view and this global healthcare that can really be connected and be for the benefit of all. Thanks a lot, Joseph. So now I will let François close this part of the webinar. Merci beaucoup. Alors, un gros merci à tous les présentateurs, tous les experts. Donc, on a eu Steve Sifferman de Ariel, on a eu Alpha Diallo de MedOclock, on a eu Joseph Aubu de Léomed, Yann Cyr de BMU, Nathalie Bière et Sylvain Giroux, respectivement du Centre de recherche de l'IUGM et du laboratoire Domus à l'U2S, Université de Sherbrooke. On a eu Naomi Goldapple de Alaya Care et on avait Samira Rahimi de McGill. Donc, un gros merci au nom d'Ivado et de MedTech pour avoir partagé votre expertise. Je suis sûr que l'auditoire a appris énormément, ainsi que nous tous. Donc, on se retrouvera pour un prochain webinaire co-organisé par Ivado et MedTech. Et pour les courageux qui sont encore là, si vous voulez venir réseauter, même si c'est en petit groupe, ça nous fera plaisir de participer à cette session. Donc, encore merci et puis à une prochaine fois. Au revoir.